y a plein de gens qui arrivent et qui émergent et il faut écouter la musique, elle est changeante tous les jours, toutes les semaines et tous les mois et il faut être à l'écoute. Parce que je suis mauricien, le fait que le soleil et le changer, ça c'est un problème. C'est vrai que tu arrives là-bas et je les vois, ils partent au bureau en short, en t-shirt. C'est ça, en skate. Dans la vie, quand tu as un équilibre, quand tu sais où tu peux t'adosser à quelque chose, c'est quand tu marches, quand tu es malade, tu as une canne et tu t'adosses sur cette canne. Mais dans la vie, tu sais qu'à un moment donné, tu as un truc sur lequel tu peux t'adosser, il y a des endroits, il y a des personnes, il y a des valeurs sur lesquelles tu peux le faire. Et c'est ça qui te fait avancer aujourd'hui, c'est ça qui te fait grandir, c'est ça qui te fait évoluer. Et surtout, moi, dans mon domaine, c'est ce qui permet de réussir. Le Midem, donc c'est bien autour de l'évolution de la musique, c'est autour de où va se trouver la musique demain. Aujourd'hui, on a un environnement musical qui grandit, qui tous les ans prend de plus en plus d'espace parce que la musique s'est démocratisée grâce au digital, donc il y a de plus en plus de fans, de plus en plus d'artistes qui réussissent, de plus en plus de tournées et on a besoin d'encadrer tout ça. On a besoin de donner le corps, on a besoin de donner des bonnes connaissances aux gens, on a besoin d'insuffler aujourd'hui dans ce métier de nouvelles valeurs. Le Midem, c'est ça, et de se dire qu'on a une chance aujourd'hui d'être à Cannes, dans un secteur qui est dynamique et l'idée c'est de faire du Midem le plus grand événement musical au monde, comme ça a été à 20 ans et que les gens se retrouvent ici pour des concerts, pour discuter, pour partager. On n'oppose pas les choses, il faut les mettre ensemble, il faut s'accorder et la réussite elle sera collective, elle ne sera pas individuelle. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau de Happy by the Sea. On se retrouve encore une fois au JW Marriott, que je remercie très sincèrement de nous accueillir dans cette belle suite. On est juste au-dessus de la mer, on ne la voit pas parce qu'il y a un petit peu trop de soleil, alors on a dû fermer les rideaux. On est en plein milieu de la Croisette et puis à quelques pas d'ici, le palais des festivals où le Midem s'est passé. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir cet homme que vous allez découvrir, qui a une histoire absolument incroyable, digne des plus grands films que l'on voit pendant le Festival de Cannes. C'est un homme avec une intégrité, une passion, une générosité envers les autres, qui a un parcours exceptionnel qu'il va, j'espère, partager un petit peu avec nous. Aujourd'hui, il est le patron, le CEO de Live Nation. Il est aussi le président du Midem. Je suis très heureux d'accueillir cet homme qui s'appelle Angelo Gopé. Angelo Gopé, merci beaucoup. Que de beaux flatteurs. J'ai une toute première question avant de commencer. Angelo, est-ce que tu es un homme heureux? Bien sûr. Je pense qu'on a la chance de faire un métier extraordinaire, on a la chance de prendre du plaisir tous les jours, on a la chance de donner du bonheur aux autres et de pouvoir accompagner certains dans un chemin qui était pour eux pas forcément évident, parce que accompagner des collaborateurs, des artistes, des gens avec qui on travaille, c'est les accompagner dans un chemin, et c'est ce qui est le plus important. Et de faire ce métier au quotidien, c'est pas un métier. Moi, quelque part, c'est suivre le chemin de sa passion. Et c'est pas un travail, c'est pas un métier. Il n'y a aucun jour qui ressemble à celui d'avant, il n'y a aucun jour qui ressemble à celui d'après. Et je pense que cette énergie, elle est hyper positive. Et oui, j'ai envie de commencer avec toi un petit peu au départ, si ça ne te dérange pas. Déjà, tu es mauricien. Ouais. C'est un incroyable melting pot, en fait, de plusieurs religions, de gens qui viennent de part et d'autre. C'est le point de rencontre des différents pays sur l'océan Indien, parce qu'à l'époque, il y a eu la guerre entre les Anglais et les Français, parce qu'entre l'Inde, ce qui était hyper important à l'époque, l'Afrique du Sud, on descendait, et le territoire, il fallait être, c'était Maurice. Et il y a 13, 14, 15 religions, 6, 7, 8 races, des religions dans des religions, parce qu'on parle de la religion hindoue, mais après, il y a plein de religions qui dégoûtent ça. Les Tamils, les Télugus, les Rajputs, et après, il y a des castes, et tout le monde vit sereinement. Et c'est pour ça que quand tu viens à Maurice, tu vois aujourd'hui la façon dont les pays peuvent vivre ensemble. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Cette voie aujourd'hui de le partage de la communauté, pas du communautarisme, de la communauté. Et on vit ensemble et les gens me disent, mais je comprends pas, t'es chinois, t'es musulman, t'es indien, tu souhaites jouer à SPAC. Je suis mauricien avant tout. Ouais. Mauricien au centre du monde et mauricien au centre de la vie et on doit être comme ça tous. Il n'y a pas de différence. Et quand moi je suis arrivé en France, au départ quand j'ai grandi en 93,
On retrouvait un peu de ça, avec beaucoup moins de religions différentes, mais à l'époque, personne ne faisait de différence sur la religion, sur le pays d'où on venait. On était tous là ensemble à se raconter des histoires, à raconter la vie de nos parents et de leurs parents eux, parce qu'on est issus de la deuxième génération d'immigrés, et avec des gens qui sont venus travailler, qui ont travaillé au début, qui ont fait que ça. Mon père, il a fait que ça. Donc, une ville ouvrière type avec des Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Tunisiens, et des musulmans et des Juifs. Mais on parlait ni de religion, on parlait ni de pays. On était là pour vivre ensemble, aller à l'école ensemble. Et je pense que c'est ça qu'on doit garder en tête aujourd'hui. Quand tu arrives en France, c'est dans la région parisienne, c'est ça? D'abord à Paris. D'accord. D'abord à Paris dans le 20e. C'est là où c'est moins cher qu'à Paris. Et toi, à l'époque, c'était un environnement difficile pour toi ou c'était la vie était belle finalement? Tu ne compares pas, tu as ta vie. Oui, Point. point. Donc tu vis de tous les jours. C'est difficile, tu pars pas en vacances, mais tu ne le vis pas comme quelque chose d'hyper contraignant. Tu sais que ton père et tes parents font des sacrifices pour toi. Bah, tu vois que tu as un toit, un logement. Et tant qu'on est heureux, tant qu'on a à manger dans son assiette, il ne faut pas se plaindre. Tout va bien. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois que dans les quartiers, il y a une personne sur deux qui a un repas par jour, et que les jeunes, leur repas qu'ils ont, c'est à l'école, à la cantine, ça c'est des choses qu'il faut combattre. Donc quand tu peux faire 2 repas, et quand tu es heureux, même si tu n'as pas de vacances, c'est exceptionnel. Et tout va bien. Finalement, tu as une communauté peut-être où tu es, et tu as tes copains, et ont commencé à faire des choses. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que tu as commencé un peu à faire du rap, c'est ça? Ouais, j'ai d'abord commencé à faire du sport. Ah oui, ah ouais, d'accord. Comme tu voyages pas, comme tu bouges pas, ton terrain de jeu, ton voyage, il est entre chez toi et le terrain de sport. Donc, de 8h du matin jusqu'à 16h, 17h, c'est le terrain de sport, tout type de sport. Et après, tu es là auprès des gens. Et puis, quand c'est pas ton tour, parce que nous, à l'époque, tout le monde veut y aller, donc tu as le respect des plus vieux. Quand ils arrivent, tu les joues, tu attends qu'ils te laissent une petite place sur le terrain. Et tu apprends comme ça, au fur et à mesure, les valeurs qui vont être des valeurs qui vont être essentielles pour la continuité de ta vie. C'est quand tu es jeune, c'est dans le quartier, c'est dans le respect que tu acquiers des valeurs aujourd'hui, des convictions. C'est ça qui nous a permis d'avancer. Et après, en tant que jeune de quartier, on a été happé par un courant musical qui arrivait des États-Unis, qui était le rap et le hip-hop. Et c'est de là que tout a commencé. Tu te rappelles, toi, quand tu as découvert les premiers sons un peu lunaires comme ça, peut-être, tu te dis, mais c'est quoi ce machin? Ouais, ça a commencé par de la danse. Ah oui? Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de rappeur. Encore. Ouais. Il faut savoir que les hip-hop, il y a les hip-hop, il y a les DJ qui font des soirées, puis après, tu as des MC qui viennent, et ce sont des conteurs. Ils racontent la vie de quartier, ce qui s'est passé entre 2 rappeurs, entre un Tiger, le gars dans son quartier, le gars dans sa cave, et c'est ça. Au début, le rap, c'est des conteurs d'histoires de quartier ou de région. Et donc, ce qui est prépondérant, c'est d'abord la danse et d'abord les DJ. Et donc, on a commencé à danser. À danser à 2, à 3, à 4, à faire des crews, donc avec mes cousins. Et après, on a créé un crew, comme tout le monde a un crew, puisque tu danses. On a créé un premier crew de hip-hop qui venait de chez nous. Et là, ça a été vraiment le début d'une histoire assez incroyable. Tout à coup, tu dis, tiens, j'ai une idée, je vais commencer à faire, par exemple, dans ton cas, à créer des petits événements. Et puis ça attire du monde, ça a commencé à marcher. Raconte-nous un petit peu la genèse des événements en fait, d'organisation. C'est pas du tout opportuniste. Donc on vient des quartiers, on aime le hip-hop, mais on n'a pas d'argent. Et on s'en plaint pas. Donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire? On va organiser des après-midi pour se retrouver ensemble. Donc on a organisé des après-midi dans un collège, et je crois qu'à l'époque c'était 5 francs, et on faisait de 13h à 17h, une après-midi dans un collège, et les salles étaient pleines, on a commencé à gagner de l'argent, et cet argent-là on l'a converti dans l'association. L'association a été passer des deals avec une agence de voyage qui était pour les étudiants, on a commencé à faire des voyages, on était à Amsterdam, puis après on a été à Londres, et après donc on a été à New York, mais plus tard, parce qu'on n'était pas encore majeur, et les parents ne nous laissaient pas partir, donc on a commencé les après-midi. Quand on est devenu un peu plus vieux, 18 ans, on a commencé à faire des soirées, et après on a commencé à faire un grand voyage à New York quand on a tous été majeurs. Et on a rencontré là-bas des jeunes comme nous qui rappaient, qui ont dit nous on est rappeurs, nous on fait des soirées, venez on travaille ensemble et on fait un concert à Paris, et de là est la jeunesse de ce métier.
Donc là, on est à New York, tu as 18 ans, un truc 18 comme ans. ça. Là, ton rêve, à l'époque, tu te rappelles, c'est quoi en fait? Tu te dis, waouh, purée. Mon rêve à l'époque, c'était d'être prof de tennis. Ah oui, Donc ma passion, ma passion, c'est le rap, le hip-hop, les soirées, les amis, l'association, les ASLB. Mais ça, c'est ma passion. Moi, ma vie, ma première vie avant, c'était d'être prêtre. Et malheureusement, voilà, je voulais faire pour ma grand-mère, mais ça a pas matché il y parce a que l'engagement peut-être qui va avec le fait d'être prêtre. Qui est non, vraiment... l'engagement, il était là, il était Ah oui sincère. Non, l'engagement était profond, il était sincère. C'est juste que je pense qu'il y a la religion doit matcher le temps moderne. Aujourd'hui, tu peux pas dire à un homme du XXIe siècle, tu vas être prêtre et tu vas pas connaître de femme. C'est hypocrite. Est-ce que ton attrait pour la religion, peut-être la spiritualité qui va avec, est quelque chose qui écho toujours dans ta vie aujourd'hui? Toujours, différemment, mais toujours. Et comme je disais à l'époque, j'ai failli être prêtre et je prêche différemment. Oui. Parce que je prêche aujourd'hui la communion des uns et des autres, la communication, je prêche la fraternité. Et quelque part, ça rejoint aussi la religion. C'est peut-être un peu plus moderne qu'avant, mais c'est important. On peut pas aujourd'hui être dans un monde, dans un pays, sans ne pas coexister, sans ne pas se regarder. Et dans une vie pro, on doit discuter, on doit échanger, on doit communier, on doit partager. C'est ce qui nous fait grandir aujourd'hui. L'expérience des gens, leur expérience, leur savoir-faire, respecter les personnes qui ont fait des choses avant nous. C'est des choses qui sont fondamentales dans une vie. Et je pense que c'est pour ça, je prêche pour ça aujourd'hui. J'aurais prêché différemment, j'avais été prêtre. Et je pense que le mot prêche vient de donner de soi pour aujourd'hui avoir une vie meilleure. Quand tu as commencé à travailler avec les Américains sur les énormes tournées, alors Warren G, Warren G, Alia, Blackstreet, Bobby Brown, c'est magique. Tu vois, quand tu commences à travailler avec eux, tu ne travailles pas avec eux. Moi, j'ai ce côté passionné. Donc, quand tu vois des gens que tu écoutes, que tu apprécies, voilà, je ne suis pas là comme un fan, mais il y a un respect. Il y a un respect par rapport à ces gens qui font de la musique. Et Warren G, quand je suis arrivé à l'époque chez Polygram, quand Pascal Nègre a fait appel à moi en me disant, voilà, j'ai récupéré le label Def Jam, est-ce que tu veux venir être label manager? Et aucune expérience. Pourtant, il m'a donné cette... parce que là, tu arrives vraiment dans la méca du hip-hop, du rap. Def Jam, il y a pas mieux, c'est le top du top. Et tu vois, t'es Mont Everest là. Tu parles du gars qui avait son bomber Def Jam, tu parles du gars qui avait ses vinyles marqués Def Jam. Enfin, ça, c'est Def Jam, c'est Public Enemy, c'est LL Cool J. C'est eux qui ont créé le premier label hip-hop avec Tommy Boy. On te dit, viens bosser pour ça, mais tu cours. Et en plus, tous ces gars-là, ils ont créé vraiment une culture autour de leur musique, autour des films qu'ils ont fait. LL Cool J, il a fait plein de films. Roche Management, c'est le premier management hip-hop qui a été fait à l'époque. Donc, c'était cette voie-là, c'était une voie entrepreneuriale que tu connaissais pas, et moi que je voyais de loin et que je respectais. Et tu dis, mais moi aussi, je vais en faire partie. Et quand on te donne cette opportunité, forcément, tu cours et tu y vas. Donc, je l'ai fait. Je suis arrivé à cette première réunion, on m'a dit, voilà, Angelo, Def Jam, c'est quoi, du rap, le rap. Là, je leur dis, les gars, Def Jam, vous allez voir, premier single, Def Jam, Regulate, il faut qu'on y aille, les filles. Allez-y, il faut qu'on y aille. Single d'or, album d'or, enfin, c'était première réussite. Et là, c'était 1993-94, c'est le début des grandes heures du rap. Toi, en fait, tu arrives particulièrement en France, c'est complètement novateur, ça met une claque à la culture en France et peut-être dans les cités, ils se sont reconnus dans le contenu, dans le Warren G, mais d'ailleurs pas que, parce que même moi qui ne suis pas forcément partie d'une cité, quand j'écoute du Lauryn Hill ou du Warren G, j'adore quoi. Je pense que ils sont reconnus dans la culture, plus que dans la musique. Et cette culture hip-hop, elle a réussi à fédérer des jeunes hommes, des jeunes femmes, ensemble, tu vois, B-boy, B-girl, et on ne peut pas dire que les gens sont perdus et ils ont besoin de se raccrocher. Oui, dans les quartiers, tu te raccroches à quelque chose, forcément. Et tu vois, d'avoir cette culture qui arrive, qui te permet de danser, de rapper, de breaker, de faire des graphes. Tu vois, les graphes, ça vient de la rue. Avant d'en faire du street art aujourd'hui, qui est reconnu par tout le monde. Au début, on se faisait quand même courir après par les policiers. J'ai fait une garde à vue de 24 heures parce que... Enfin, tu te dis, avec du recul,
Aujourd'hui, on te vend le street art comme la 8e merveille du monde et tu dis, mais À l'époque, je me faisais voilà, taper dessus. j'ai été tout nu, penché parce que j'ai fait la même chose. Hein. Donc maintenant, c'est fou, tu vois, ce parcours qui a été fait et qui a existé. Donc oui, je pense que ça a amené quelque chose de frais à des jeunes. Au début, on était très peu. Pendant des années, on nous a dit que ça durait que quelques temps, qu'il y a un courant qui va arriver, qu'il y a une musique qui va arriver, qu'il y aura de nouveaux artistes. Et ça n'a fait que prendre de l'ampleur. Toi, tu es donc le CEO de Live Nation. Tu rassembles les gens. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que quand on est dans un concert, dans un festival, on danse en unisson, on est tous sur le même rythme. Et c'est dans ces moments très très forts. Tout le monde adore aller dans un concert. Surtout quand il y a beaucoup de monde et qu'on ressent cette énergie, on se porte les uns les autres. Tu crois que c'est quoi, toi, le rôle de la musique justement dans ce bien-être? C'est primordial. On a fait une étude sortie du Covid, parce qu'il y avait eu les concerts qui étaient en ligne, et les gens m'ont demandé, bon voilà, pour vous, quel est l'événement des grandes manifestations ou collectifs qui sont les plus importants? Match de foot, meeting politique, manifestations. Les concerts sont arrivés premiers à 68%. Ah oui. 60, devant le sport, devant le tennis, devant le football, 68%. Et les gens te disent qu'aujourd'hui, aller à un concert, comme tu l'as dit, c'est vivre des émotions. Tout type d'émotions. Parce que quand tu vas voir un concert, souvent, tu vas pour quelques chansons. Cette chanson, elle va te ramener à quoi, parfois? Elle va te ramener à l'amour, elle va te ramener à ta jeunesse, elle va te ramener à tes parents, elle va te ramener à la tristesse, mais c'est une émotion. Et cette émotion-là, tu peux l'avoir qu'au concert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas sur un concert, on parle de communion, c'est exactement ce qui se passe. Mais ce qui est encore plus prépondérant sur un concert, tu l'as dit, c'est quand tu as 70 000 personnes dans un stade qui chantent. C'est pas le chant qui est important, c'est l'énergie. Oui, une énergie de malade. Si tu mettrais aujourd'hui quelque chose qui pourrait mesurer l'énergie autour d'un stade, ce serait incroyable. Et tu as aujourd'hui des magnétiseurs qui disent, moi je veux venir dans un stade parce que l'énergie elle est là, c'est un puits d'énergie. Un jour on a fait un concert de Rihanna au Stade de France. Ah ouais. Trombe d'eau sur tout Paris. Trombe, mais pas grêle, trombe, on s'est dit, ça y est. Le concert, il est fini. On est monté en haut du Stade de France et tu voyais les nuages noirs qui arrivaient. Noirs, tout autour du stade qui arrive vers toi. Et là, tu regardes, tu dis, bon, c'est comme ça. Donc, si c'est trop violent, on va annuler le concert. Je descends, je vais dans mon bureau. Je prends la tête dans mes mains et je fais tout ça pour ça. Et j'attends. J'attends le moment où on me dit, Angelo, il faut que tu viennes. Les gens sont trop violents, on va devoir évacuer les gens. Quel est le message? Et là, c'est... En cas de problème, c'est la préfecture qui prend la main, c'est plutôt qui donne des ordres, parce que ça devient sécuritaire et sûreté. Et je me dis, bon, on va m'appeler, il faut aller au PCO, réunion de crise. Puis j'attends. Et là, tu as des messages donc, qui disent, désolé. Ils te renvoient des vidéos de Paris sous la grêle, des cailloux qui tombent sur... Et tu dis, oh là là là. C'est pas possible. Et t'attends, et puis le temps est suspendu, et tu as l'impression que ça dure 20 minutes, parce que tu as peur. Mais ça a duré 20 minutes, et il se passe toujours rien. Et là, tu dis, bon, et là, tu reprends l'ascenseur de ton bureau, tu te remets au Stade de France, et tu vois que les nuages sont passés autour du Stade de France, et que rien n'est tombé sur le Stade de France. Incroyable. Donc, cette énergie des gens qui étaient là, les 110 000 personnes, c'est l'énergie, c'est la chaleur humaine. Alors, c'est passé autour du Stade de France, et c'est pas tombé. Tu me parles de Rihanna, je sais que tu as travaillé avec Lady Gaga, avec Metallica, avec Gad Elmaleh, I.Am, tu as des anecdotes un peu rigolotes à partager un petit peu avec ces gens-là, ou quelque chose qui nous, justement, je sais que je peux imaginer Rihanna étant quelqu'un qui travaille énormément, qui se prépare pour tous ces concerts, on n'arrive pas là où elle en est. Sans ça, est-ce que tu as des trucs un peu sympas à partager avec nous? Pas forcément, quand elle a commencé, j'ai dîné avec Lady Gaga, et c'était pas encore la star qu'elle était aujourd'hui, mais sortie du dîner, tu te disais, mais cette fille, elle a habité. Déjà, elle était venue toute seule sur scène avec son DJ, et elle avait des écrans LED sur scène. C'était la première à mettre des écrans LED mobiles sur des pieds, qui a bougé elle-même entre deux titres. Et quand tu dînes avec elle, elle te raconte que le soir, elle change des images d'elle selon l'actualité, selon son humeur. Elle change des images d'elle.
Je dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Elle avait à l'époque un tube qui est un tube de dance en plus. Oui. Et je me dis, mais. Et t'expliques et tout, la vie qu'elle a passée sur la Côte d'Azur, les mois qu'elle a passé à Nice, elle parle français. Et c'est fou, quoi. Et donc, du coup, le lendemain, je dis, bah, demain, moi, je fais un spectacle indien, viens. Et, parce que tu vas avoir une énergie qui est assez aujourd'hui incroyable. Elle est venue au spectacle, elle a regardé le spectacle. Après le spectacle, elle est descendue, elle a été voir les artistes, elle a tous les voir un par un. Elle a pris une photo avec eux en disant, ah, est-ce qu'on prend une photo? C'est assez incroyable. Et les gars, 30 ans après, ils regardent leurs photos, ils sont à côté de Lady Gaga. Donc là, tu as fait le Midem. C'est un autre rythme un petit peu que, bien évidemment, que Paris, que d'autres endroits. La Côte d'Azur, il y a quand même une énergie particulière. Tu aimes venir ici, toi? La mer apporte une énergie. La mer, peu importe le temps, quand tu marches aujourd'hui sur la Croisette, Oui. en dehors du fait d'être sur la Croisette, c'est cet air salin qui arrive. C'est de te dire, ok, assis-toi, prends 3 minutes, ouvre-toi et respire l'air salin. Ça va te. L'air, non seulement ça va apporter de l'oxygène, Oui. mais l'air salin, ça va te libérer les bronches, le nez. Et tu vois que voilà, moi je suis un Mauricien, donc forcément, la mer et moi, on a un rapport qui est vraiment très intense et très lié. Mhm. Et ici, c'est pareil. Je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Et tu vois, quand tu fais des événements, les gens viennent parce que c'est calme, parce qu'il fait beau. Après, ça dépend encore. Mais bon. Pour moi, la mer, elle me parle de plusieurs manières. Et la raison pour laquelle j'ai appelé Happy by the Sea, c'est aussi. J'aurais pu l'appeler Happy by the Ocean parce qu'en fait, c'est un océan de possibilités. En fait, devant nous, avec chaque minute qui se passe, chaque coup de téléphone, chaque moment, on a la possibilité de créer sa vie de la façon avec laquelle en tout cas, on peut l'imaginer au moins. Parce que ça part de là, ça part des pensées que l'on a en nous, qui ensuite vont se matérialiser. Et des réflexions. Et des réflexions. Et donc toi, tu es vraiment l'exemple encore une fois, je suis vraiment très très heureux d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que ce n'est pas notre dernière. J'espère qu'on va se revoir dans le futur. Parce que je pense que ton exemple est vraiment fort. De quelqu'un qui est parti, en fait, tu t'es pas donné de limite en fait dans ta vie. Aujourd'hui, tu en es où? C'est quoi si tu as un rêve, est-ce que tu en as encore? C'est quoi ton objectif aujourd'hui? J'ai pas de limite parce que je pense il y a pas de limite qui existe. On doit pas se dire qu'à un moment donné on va s'arrêter à quelque chose. Il faut avancer dans la vie. Il faut avancer puis avancer. Quand je dis quand les gens il y a un problème, on passe un quart d'heure, 1 heure, 3 heures à savoir d'où vient ce problème. Moi, je continue et je marche. Donc, tu as 2 personnes qui sont derrière toi pour 3 quarts d'heure et qui s'arrêtent et toi tu marches. La vie c'est ça. Il ne faut pas regarder ce qui passe derrière toi, il faut avancer devant. Et t'avances, et t'avances, et t'avances. Tout le long du chemin, tu peux avancer. Et il ne faut pas se donner de limite. Peu importe le métier, l'environnement, le domaine dans lequel tu es. Je pense que moi, jamais eu d'objectif. Je donne des objectifs à 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'on est entrepreneur et parce que c'est un métier, et puis tu n'as pas de choix, c'est important. Et ça donne un cadre aujourd'hui à ce que tu fais. Mais je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite. On peut toujours arriver à faire différent. Oui. On peut toujours. On se dit toujours, bah, tu vois, tu pensais qu'on n'allait pas y arriver, on y est arrivé, donc next. Et next, et puis on avance, faut pas se refuser. Aujourd'hui, tu vois, tu parlais de la mer. Ma plus grande question, quand je m'assois devant la mer depuis que je suis petit, c'est je me dis à un moment donné, tu t'assois et tu regardes cette mer qui est plate devant toi. Et tu dis, mais tu sais qu'elle n'est pas plate parce que c'est rond. Mais comment ça fait pour pas tomber? Et tu dis, à quel moment tu dis, mais pourquoi c'est plat et pourquoi ça tombe pas? Parce que la mer, elle est ronde. Si la terre, elle est ronde et que la mer, elle est là, et tu dis, ah, ça c'est compliqué. Le reste, c'est facile. Ça, voilà. c'est compliqué. Tu veux du compliqué? Voilà, non. Le reste c'est facile. Voilà, donc, c'est facile. Voilà, moi je pense qu'il faut regarder devant soi. Faut se dire aujourd'hui que tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a de la famille qui est là, tant qu'on a des amis, tant qu'on est accompagné, tant qu'on peut apporter de la sérénité, on peut apporter du bonheur, il faut avancer. Et surtout, il faut arriver à faire le maximum de bonheur pour les gens autour de soi.